La nuit enveloppait Paris de sa pénombre humide, comme un voile de satin sombre étouffant les soupirs de la ville. La pluie tambourinait doucement contre les vitres du manoir Bruno, comme si le ciel lui-même pleurait ce qui était sur le point d'arriver. Dans la chambre principale, Marine Gottanègre dormait. Ses cheveux épars sur l'oreiller ressemblaient à des rivières dorées sous la lumière bleuâtre de la lampe de chevet, et sa respiration paisible avait la douceur d'une ancienne prière. Elle s'était endormie avec le cœur empli d'anticipation. Norbert devait rentrer le lendemain. Elle l'attendait comme la terre attend la première goutte de pluie après un été aride. Elle avait répété 1000 fois le moment où elle lui annoncerait la grossesse qu'elle avait découverte ce matin-là. Elle ne voulait pas lui dire par téléphone. Son amour battait plus fort que tout, ou du moins, elle le croyait. Mais le destin, toujours avide de tragédie, était déjà en marche. Norbert Bruno entra silencieusement dans la maison. Il ne voulait pas réveiller Marine. Il était rentré plus tôt d'un voyage d'affaires en France, après que Sophie l'ait longuement supplié de revenir voir sa mère. Il avait même songé à attendre le lendemain, comme prévu, mais Sophie l'avait convaincu de faire une surprise à Marine. C'était un homme façonné par l'acier et l'ambition, avec des yeux de ceux qui apprennent tôt à ne faire confiance qu'à leur ombre. Mais quand il s'agissait de Marine, il oubliait tout. Il ouvrit la porte avec précaution, se dirigea vers la chambre, et lorsqu'il poussa la porte, son monde s'effondra. Là, sous les draps de lin, un homme nu dormait à côté de la femme qu'il aimait, dans le lit où ils avaient tant de fois fait l'amour. Marine, de dos, était recroquevillée comme une enfant fuyant le froid. Norbert sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Marine !» hurla-t-il, d'une rage brute et tranchante. Marine se réveilla en sursaut, les yeux encore embués de sommeil. « Norbert ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» vociféra-t-il en pointant le corps nu de Michel, qui commençait maintenant à se réveiller, confus. Marine, terrifiée, attrapa le drap malgré son pyjama, comme pour se couvrir d'une honte soudaine. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais pas comment il est arrivé là !» s'écria Marine, paniquée. Mais Norbert ne la voyait déjà plus comme avant. La femme pour qui il avait bâti des châteaux n'était plus qu'un mirage dissous dans la chaleur de la trahison. Il recula de 2 pas, les yeux pleins de dégoût, de colère et de douleur. « Tu m'as humilié, tu m'as trahi dans mon propre lit, et tu fais encore semblant d'être innocente ?» Les yeux de Norbert étaient pur venin. « Norbert, écoute-moi. Je ne sais pas pourquoi il est ici. Je me suis endormi seul, « Tais-toi !» coupa-t-il sèchement, en jetant la bague de fiançailles sur le sol en marbre. Michel, désormais couvert seulement d'un drap, balbutiait des excuses, mais son ivresse de la nuit précédente transformait tout en un cauchemar flou et irréel. Norbert ne voulut écouter ni explication, ni supplication. En quelques minutes, comme s'il effaçait une erreur sur un tableau, il ordonna aux gardes de les faire sortir de la maison. Marine hurla, s'accrocha à la porte, supplia, tenta de lui dire qu'elle était enceinte, mais ses mots furent noyés dans le vacarme de l'orgueil masculin. « Tu me mets à la rue, sans me laisser expliquer, sans connaître la vérité. La vérité, je l'ai vue de mes propres yeux. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Elle fut jetée dehors avec un sac poubelle noir rempli de ses vêtements. La pluie, désormais, était une sentence. Elle trempait son corps, son âme, ses rêves. À la grille, Colette, la vieille cuisinière, accourut vers elle, la protégeant tant bien que mal, avec son tablier trempé. Ses yeux pleuraient plus fort que le ciel. « Prends ça, ma petite », dit-elle en lui tendant une petite bourse contenant quelques billets et un sandwich enveloppé dans un torchon. Puis elle s'approcha et murmura à son oreille « Un jour, la vérité te retrouvera, et elle viendra avec le parfum de la justice. » À cet instant, les paroles de la vieille femme n'étaient que consolation, sans véritable sens pour Marine. Sans comprendre, elle partit. Elle ne se retourna pas. Les pieds enfoncés dans les flaques du trottoir, elle héla le premier taxi venu et demanda la gare centrale. Sa voix était à peine audible, mais ses yeux hurlaient. Elle allait se réfugier chez ses parents, dans les bras de sa mère, ce port sûr et éternel. Dans le train pour Orléans, elle s'assit dans un coin et laissa le monde tourner sans elle. Le silence de la nuit fut sa seule compagnie. La pluie frappait les vitres comme des doigts insistants, mais elle s'endormit, vaincue par la douleur et la fatigue. Elle dormait les mains posées sur son ventre,
protégeant ce que Norbert n'avait même pas voulu connaître. Des heures plus tard, le train faisait escale à Vierzon. Parmi les nouveaux passagers montés à bord, il y avait un homme aux yeux couleur miel et au regard serein. Il portait une petite boîte en bois, d'où dépassait la pointe d'un archet de violon. Son nom était Vincent Landino. Ses doigts étaient couverts de cale, marque du travail acharné dans la serre qu'il tenait avec sa sœur. En apercevant Marine, quelque chose dans son attitude l'inquiéta. Elle était trop pâle, trop immobile. Il l'observa pendant de longues minutes, espérant une réaction. Puis, avec une douceur mesurée, il s'approcha, respectant l'espace que la douleur exige. « Mademoiselle, tout va bien ?» Elle ne répondit pas. Elle inclina légèrement la tête, se réveillant lentement. Il l'appela encore 2 fois. Quand elle ouvrit les yeux, elle semblait revenir d'un lieu très lointain. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, la voix nouée, regardant par la fenêtre. « Nous arrivons à Bourges. C'est le prochain arrêt. » Marine regarda à nouveau dehors et réalisa qu'elle avait dépassé sa station. Elle chercha son sac, mais ses mains tremblaient. La panique revint. « Je ne peux pas faire demi-tour. Je n'ai nulle part où aller. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir ?» Elle parlait en se couvrant le visage de ses mains, les larmes remontant à ses yeux. Vincent vit sur son visage quelque chose qu'il connaissait, le vide de ceux qui ont tout perdu et qui doivent pourtant continuer de respirer. « Viens avec moi, » dit-il d'une voix ferme et douce. « Ma maison n'est pas grande, mais il y a un coin chaud. Tu pourras te reposer et réfléchir à la suite. Tu n'as pas besoin de parler maintenant. » Marine hésita. La peur était une ombre qui ne l'avait pas quittée. Mais il y avait quelque chose chez cet homme, un calme qui réchauffait plus que n'importe quelle couverture. La maison de Vincent était simple, située en banlieue de Bourges, avec une odeur de terre mouillée et de fleurs fraîchement cueillies. Juliane, sa sœur de 12 ans, l'accueillit avec un sourire timide et une couverture sur les jambes. Vincent prépara une soupe et la servit en silence, respectant le temps que le cœur exige pour guérir. Marine mangea lentement. La chaleur du plat semblait faire fondre la glace qui lui enserrait la poitrine. Et alors, comme s'il était dans un autre monde, il dit « Tu n'as pas besoin de me raconter quoi que ce soit maintenant. Mais si tu veux rester, cette maison a de la place pour les nouveaux départs. » Dans la chambre qui avait autrefois appartenu à Vincent, Marine pleura comme une enfant. C'était de la colère pour ce qu'elle avait vécu, de la peur face à l'avenir, à l'idée d'élever un enfant seul. Le soleil du matin inondait la petite cuisine comme un visiteur bienveillant, caressant les meubles simples et remplissant l'air d'une promesse silencieuse de renouveau. Marine se réveilla avec l'odeur du café qui chatouillait ses narines et le son doux de voix échangeant des sourires. Pendant un instant, elle crut rêver. Mais ce n'était pas un rêve, c'était la maison de Vincent, l'homme qui lui avait offert un refuge. Elle sortit lentement, pieds nus sur le sol froid, et s'arrêta à l'entrée de la cuisine où la scène qui s'offrait à elle semblait peinte à la main. Vincent, vêtu d'une chemise blanche froissée, remuait le café dans la cafetière. À ses côtés, Juliane, une douce fillette aux yeux vifs, dressait la table avec soin, bougeant avec une aisance naturelle, malgré son fauteuil roulant. Tous deux riaient de quelque chose qu'elle n'avait pas entendu, mais qu'elle avait ressenti. Leur rire était comme un tissu neuf cousu autour de son âme déchirée. « Bonjour » dit Marine, sa voix encore fragile, mais les yeux remplis de chaleur. « Bonjour » répondit Vincent sans étonnement, comme s'il avait su qu'elle apparaîtrait à cet instant précis. « Assieds-toi, il y a du pain frais et de la confiture à la fraise. C'est Juliane qui l'a faite. » Juliane sourit, un grand sourire timide, et Marine s'assit. La table était petite, plus basse que la normale, probablement adaptée pour Juliane, pensa Marine, mais elle ne dit rien. Il y avait quelque chose de grandiose dans ce geste d'accueil, comme si l'univers lui murmurait que là, dans cette cuisine aux parfums sucrés et aux meubles usagés, elle pouvait enfin se reposer. Cet après-midi-là, Vincent l'emmena jusqu'à la serre. C'était une construction modeste, faite de bois et de verre, cachée dans le grand jardin derrière la maison. Mais en y entrant, Marine eut l'impression de pénétrer dans un secret bien gardé. L'air était dense de parfums, lavande, jasmin, rose aux couleurs presque irréelles. Il y avait des fleurs dont elle ne connaissait même pas le nom. Les plantes s'étiraient vers la lumière, comme des bras en quête d'une étreinte. C'est ici que tout commence et que tout finit.
dit Vincent, l'observant avec ses yeux couleur d'automne. Les fleurs me rappellent que même dans l'hiver le plus cruel, il y a toujours quelque chose qui pousse en silence. Marine effleura une orchidée du bout des doigts, et une larme jaillit sans prévenir. « Je peux t'aider » demanda-t-elle d'une urgence chuchotée. « Oui » répondit-il. « Demain matin, après que Juliane soit partie à l'école, j'irai vendre des fleurs en ville. Tu peux venir avec moi. » Elle acquiesça. Au départ, l'idée était simple. Gagner un peu d'argent, peut-être assez pour retourner chez ses parents, même si, au fond d'elle, elle savait déjà que ce retour serait comme enfiler une robe qui ne lui allait plus. Les jours passèrent comme des feuilles au vent, et Marine ne retourna pas à Orléans comme elle l'avait prévu. Elle devenait peu à peu une partie de cette petite famille, avec la simplicité de ceux qui trouvent leur place, sans même s'en rendre compte. Le jour, elle vendait des fleurs avec Vincent au coin des rues de Bourges, enveloppée d'arômes et de sourires. Le soir, elle aidait Juliane avec ses devoirs, et petit à petit, le vide dans sa poitrine commençait à se combler. Mais il y avait autre chose, quelque chose entre elle et Vincent. Un fil invisible se tendait entre eux, un fil tissé de regards prolongés, de silences partagés et de petits gestes, comme quand il ajustait une fleur derrière son oreille, ou quand elle ne détachait pas ses yeux de sa bouche, pendant qu'il lui révélait un secret sur l'art de cultiver les fleurs. Le désir ne criait pas, il murmurait, et ces murmures faisaient frissonner leur peau à chaque contact involontaire. Par une nuit claire, Marine ne parvenait pas à dormir. La lune semblait veiller sur sa chambre comme un phare solitaire. Elle sortit prendre l'air, attirée par une douce mélodie qui flottait dans l'air comme un parfum sur une peau chaude. C'était Vincent, sur la terrasse, en train de jouer du violon. La musique était lente, mélancolique, comme un souvenir encore douloureux. Marine s'approcha sans bruit, mais il la sentit. « Désolé si je t'ai réveillé », dit-il, sans arrêter de jouer. « Cette musique, elle est magnifique. Elle m'apaise. C'est pour ça que c'est l'une de mes préférées, » répondit-il, puis il s'arrêta de jouer et posa le violon sur ses genoux. Marine s'avança vers lui. La lumière de la lune tombait sur sa peau comme un voile d'argent. Il y avait quelque chose de presque sacré dans cet instant. « Tu es comme cette mélodie, » dit-il, d'une voix rauque, d'émotion contenue. « Rien qu'en entendant ta voix, je me sens bien. » Sans pouvoir contenir le désir qu'elle ressentait, elle se pencha vers lui et l'embrassa. Ce fut un baiser sans précipitation. Il n'y a pas d'urgence lorsque deux âmes se reconnaissent. Leurs lèvres se touchèrent comme deux pétales qui, après un long printemps, se rejoignent enfin. Un baiser doux, lent, mais rempli de promesses. Ses mains reposaient avec délicatesse dans le dos de Marine, comme s'il la tenait de l'intérieur. Marine répondit au baiser, sentant la chaleur qui lui avait tant manqué. Pas la chaleur d'un corps, mais celle de l'espoir. Lorsqu'ils se séparèrent, il la regarda avec tendresse et une pointe de crainte. « Je ne sais pas si j'ai le droit de t'aimer, Marine, mais sache que je rêve de toi chaque nuit. » Elle l'enlaça et pendant un moment, ils restèrent là, immobiles, deux survivants qui s'autorisaient à aimer de nouveau. Cette même nuit, allongée dans son lit, Marine posa doucement la main sur son ventre, ses yeux fixes sur le plafond comme on contemple un ciel d'étoiles invisibles. « Peut-être qu'ici, » murmura-t-elle, « avec lui, mon enfant pourra naître en paix. » Dehors, la serre dormait, mais à l'intérieur, une nouvelle fleur grandissait, une fleur appelée recommencement. Quelques jours plus tard, par un après-midi doux de printemps, alors qu'elle préparait des roses pour une livraison, Marine remarqua quelque chose d'inhabituel. Un parfum inattendu, léger, frais, presque sacré, émanait des pétales accidentellement écrasés. Elle porta les doigts à son nez, et un souvenir lointain la traversa, comme une brise chaude venue du passé. Juliane lisait un livre, les jambes couvertes d'une couverture colorée, quand elle vit un nouveau sourire illuminer le visage de Marine. Quelques semaines plus tard, Marine s'inscrivit à un cours technique de chimie avec une spécialisation en parfumerie artisanale. Les cours du soir l'épuisaient, mais la remplissaient. Elle rentrait chez elle avec les doigts parfumés à l'extrait de bergamote, les cheveux imprégnés de lavande, l'âme teinte d'espoir. Le soir, elle étudiait à côté de Juliane, qui prétendait faire ses devoirs, mais passait en réalité plus de temps à dessiner des robes faites de fleurs et à rêver les yeux ouverts. Marine se plongeait dans des livres de botanique,
de parfumerie et de chimie. Chaque page était une invitation à retrouver la femme qu'elle avait été avant l'exil émotionnel. Vincent l'observait en silence, admiratif. Elle lisait tard dans la nuit, les yeux brillants sous la lumière douce de la lampe, les lèvres murmurant des formules. À cette époque, Vincent décida de rejouer du violon sur les places de la ville. Pas par plaisir, mais pour elle. Les notes s'élevaient dans les ruelles de Bourges comme des promesses non dites. Il ramassait les pièces avec dignité, et chaque centime était soigneusement rangé dans une boîte en métal, étiquetée avec du ruban adhésif, l'avenir de Marine. Quand elle l'apprit, elle pleura en silence. Il fit semblant de ne rien voir. Mais cette nuit-là, elle vint se coucher à ses côtés, l'enlaça par derrière, collant son corps au sien comme si elle voulait ne faire plus qu'un avec lui. « Tu sens comme la maison », murmura-t-elle, s'endormant le cœur en paix. Le temps, sculpteur silencieux et volontiers capricieux, modelait de nouvelles courbes dans la vie de Marine avec des mains patientes. Les mois défilaient comme des saisons bien dessinées, et à chaque fleur cueillie, à chaque fragrance ressentie, elle redécouvrait des fragments d'elle-même qu'elle croyait enfouis sous les ruines de la douleur. 9 mois plus tard, par un matin de pluie fine, Marine eut une surprise. Ce n'était pas un seul bébé, mais 2, et Vincent était à ses côtés au moment de l'accouchement. Il tenait les mains de Marine pendant qu'elle criait, transpirait, épuisée mais invincible. Lorsque les premiers pleurs des jumeaux résonnèrent dans la pièce, Marine ferma les yeux et sourit, heureuse. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entière. Ils les baptisèrent Bruno et Élise. La vie devint plus difficile après cela. Des biberons, des nuits sans sommeil, des factures serrées, mais la joie habitait chaque recoin de cette maison. Juliane jouait avec les bébés et s'en occupait avec la tendresse de celle qui connaît la valeur d'une famille retrouvée. Marine étudiait entre 2 tétés. Au début, elle pensa abandonner, mais Vincent l'encourageait toujours à continuer. Il ignorait que sa seule présence, constante et rassurante, suffisait déjà à la pousser à aller de l'avant. 2 années passèrent dans ce combat quotidien. La première formule naquit après de nombreux essais ratés, des doigts brûlés et des larmes versées sur les flacons. Une fragrance inspirée des roses mêlées au jasmin cultivées par Vincent. Elle la présenta à son professeur avec une certaine appréhension. Le mélange était audacieux, chaud et aérien, comme un secret murmuré à l'oreille. Le professeur la sentit et les yeux écarquillés demanda « Mon Dieu, tu dois la déposer, tu pourrais en tirer un bon prix. » Elle secoua la tête, doutant d'elle-même. « Je peux te présenter à quelques personnes. Tu as de l'avenir, » dit-il en respirant à nouveau le parfum. Marine n'en avait pas envie, mais avec si peu de moyens, elle n'avait pas le choix. Elle vendit la formule et utilisa l'argent pour acheter des flacons, des ingrédients et les premiers équipements pour un petit atelier improvisé à l'arrière de la serre. C'est ainsi qu'est née la fleur de demain. Elle débuta timidement. Savons artisanaux, miniatures de parfums, diffuseurs au nom de sentiments, espoir, étreinte, aube. Vincent aidait à étiqueter les produits avec une belle écriture soignée. Juliane dessinait les illustrations des emballages. Les jumeaux grandissaient parmi les fleurs et les fragrances, et tout semblait enfin éclore. 4 ans plus tard, le nom « La fleur de demain » résonnait discrètement dans les foires de produits naturels et sur les étagères de petites boutiques élégantes de province. Jusqu'au jour où une lettre arriva, l'université de Bourges invitait Marine à une conférence sur l'innovation en parfumerie botanique. Elle resta silencieuse de longues secondes, tenant le papier comme s'il s'agissait d'un pétale sur le point de se désagréger. « Il me voit », murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. Ce soir-là, elle et Vincent étaient assis dans le jardin, observant les enfants endormis à travers la fenêtre. Une brise légère passait entre les branches de l'olivier, et la lune saupoudrait d'argent la pelouse. Vincent, le violon posé sur les genoux, parla sans la regarder. « Tu crois qu'ils m'appelleront papa ?» Marine tourna la tête vers lui, le regardant droit dans les yeux. Ses yeux brillaient, mais ils étaient sûrs, j'en suis certaine. Et ils sauront que tu es l'homme qui est resté quand tous les autres sont partis. Elle posa la tête sur son épaule, et ils restèrent là. Il déposa le violon au sol, et la serra dans ses bras, comme on serre quelque chose de trop précieux pour être perdu. Le baiser qui suivit cet instant n'était pas comme le premier. Ce n'était pas subtil.
C'était entier. C'était la rencontre de deux âmes qui avaient trouvé refuge l'une en l'autre. Leurs mains se cherchaient avec une urgence calme, comme des racines qui trouvent enfin une terre stable. Cette nuit-là, ils firent l'amour, sous les draps de coton brodés, avec l'odeur des roses autour d'eux et le bruit de la pluie contre la fenêtre comme bande-son. Il n'y avait ni hâte, ni crainte. Leurs corps se retrouvaient avec la précision de mains qui se connaissent même dans l'obscurité. C'était une danse lente et intense, où chaque toucher disait « Je suis là, je l'ai toujours été ». Il la toucha avec révérence. Chaque centimètre de sa peau était un jardin secret, dans lequel il aimait se perdre. Elle l'accueillit les yeux fermés, se sentant entière, comme seul lui savait la faire sentir. Il n'y avait ni performance, ni précipitation, seulement la vérité. Leur souffle dansait en harmonie, et leurs gémissements étaient doux, comme des notes égarées d'un violon sous une pleine lune. C'était du désir, mais aussi de l'amour, de la tendresse, mais aussi du feu. À la fin, quand elle s'endormit sur sa poitrine, Vincent embrassa ses cheveux et murmura « Je vivrai 1000 vies pour cet instant ». Et là, dans cette chambre éclairée par la lumière du couloir, l'amour naquit simplement et grandissait comme les fleurs de leur serre, silencieux, mais d'une beauté incontestable. Ainsi, les années passèrent. La maison de Bourges, autrefois simple refuge, respirait maintenant comme un vrai foyer. Les matins arrivaient chargés de sons vivants, de rires d'enfants espiègles, de casseroles qui bouillonnaient, du parfum de jasmin dans les cheveux de Marine et du violon de Vincent qui flottait par les fenêtres comme un vent avec une âme. La marque fleur de demain, née de la terre et du désir de renaître, commença à germer dans le monde. Ce ne fut pas facile. Il y eut des nuits blanches, des jours où ils n'avaient rien d'autre à vendre que leur propre espoir. Mais Vincent resta à ses côtés, comme une racine, comme un tronc. Et Juliane, désormais adolescente, devint le bras droit de Marine dans la création des formules. Les jumeaux grandissaient forts, rieurs, avec les yeux verts de Norbert, mais l'âme tranquille de Vincent. Ils connaissèrent la vérité. Marine n'avait jamais menti, mais l'absence de Norbert n'avait jamais été un problème pour eux. L'homme qu'ils connaissaient comme leur père comblait toutes leurs attentes, et bien plus encore. C'est la tendresse de Vincent qui leur avait appris ce que signifie être un père. Alors qu'ils grandissaient, les fragrances, créées avec l'âme, arrosées de larmes et d'une volonté inébranlable, étaient désormais vendues dans des boutiques élégantes, encensées par les critiques, convoitées par des clients venus de tout le pays. Marine signait ses créations sous un pseudonyme commercial, Noémie Labec. La décision était stratégique. Elle voulait que Fleur de Demain grandisse sans le poids de son passé. Et aussi, elle voulait mettre de la distance entre elle et Paris. Mais le destin, comme toujours, avait un sens de l'ironie cruelle et aime tester les êtres jusqu'aux limites. La marque fêtait ses 8 ans, presque autant que les jumeaux. Un jour, un entrepreneur chargé de la partie administrative lui présenta une proposition. En réalité, une invitation, arrivée avec un sceau doré et des mots polis, une boutique exclusive au Milano Magna Center, l'un des centres commerciaux les plus prestigieux de la ville, et, ironiquement, propriété de Norbert Bruno. Marine hésita. Ce nom résonnait en elle comme un ancien murmure glissé entre les murs d'une chambre sombre. Mais les yeux de Vincent, toujours attentifs, cherchèrent les siens et lui dirent, sans un mot, « Tu es forte, je crois en toi ». Et ainsi, quelques mois plus tard, elle partit avec sa famille pour l'inauguration de la boutique. C'était la première fois qu'elle apparaissait en public. Paris était plus froide qu'elle ne s'en souvenait. Ou peut-être était-ce la mémoire elle-même qui la glaçait. La presse attendait fébrilement l'apparition de la mystérieuse parfumeuse, celle qui avait conquis l'élite avec des fragrances sans jamais avoir montré son visage. Et parmi les invités de la soirée, il était là, Norbert Bruno, l'homme dont le nom faisait encore frissonner des parties du corps de Marine, qu'elle croyait endormie à jamais. Il portait un costume sombre, taillé à la perfection, les tempes légèrement grisonnantes, soulignant davantage encore sa prestance. Le temps avait été généreux avec son corps, mais ses yeux portaient le poids d'années d'incertitude jamais osées. Et c'est alors qu'il la vit, Marine. Elle traversait le salon accompagnée de 2 hommes qu'il prit pour des représentants de la marque, et de 2 enfants, un à chaque main, qu'elle tenait avec une tendresse assurée.
Elle portait une robe vert olive assortie à ses yeux. Ses cheveux dorés étaient lâchés, bouclés, tombant en cascade sur ses épaules. Norbert se figea. Le choc le frappa comme un éclair silencieux. Ils avèrent ses yeux, la même forme, la même ombre dans l'iris. Et, en un instant, la dernière certitude qui restait en lui s'effondra. Marine fut accueillie par des flashs, certains journalistes avides de décrocher sa toute première interview. C'est au cœur de ce chaos qu'elle le vit, et le monde, soudain, sembla se taire autour d'elle. Pendant une seconde, tous les sons disparurent. Il ne restait que lui, là, devant elle, comme une page ancienne refusant d'être tournée. Elle poursuivit l'interview, un sourire figé sur le visage, les yeux revenant toujours vers ses enfants, en sécurité, aux côtés de Vincent. Puis, elle se dégagea, prit la main de ses enfants et les conduisit plus loin, sous le prétexte de leur montrer la boutique, suivie par tous, y compris par les yeux stupéfaits de Norbert. Vincent remarqua la tension dans son regard. Il s'éloigna pour aller chercher un peu d'eau. « Papa !» crièrent les enfants à l'unisson. Ils lâchèrent la main de Marine et coururent vers Vincent. Le mot transperça Norbert comme une lame froide. Alors, ce n'était pas un représentant de la marque, mais le compagnon de Marine. Il reporta immédiatement son attention sur Marine, qui fit tout pour éviter un face-à-face. Mais Norbert la suivait, peu importe où elle allait. Vincent s'en rendit compte une fois de plus. Et au moment où il capta les regards que Norbert lançait à Marine, il comprit qui il était. « Si tu veux lui parler, pour moi ce n'est pas un problème », murmura Vincent à l'oreille de Marine. Et lorsque, enfin, ils se retrouvèrent seuls, à l'arrière de la boutique, entre des cartons et des flacons d'essence, la tension était presque palpable, comme si l'air s'était épaissi de souvenirs. « Tu as disparu », dit-il sans détour. Sa voix restait ferme, mais elle était chargée de doute. « Tu ne m'as plus jamais recherché. » Marine inspira profondément, avec un sourire triste. Elle n'était plus la femme qui avait supplié sous la pluie. Elle était mère, entrepreneuse, alchimiste, une survivante. « Tu souffres de perte de mémoire ? Parce que j'ai essayé de t'expliquer cette nuit-là, mais tu ne m'en as pas laissé la moindre chance. Tu m'as jeté de ta vie comme un chien galeux. Je t'ai vu avec un autre homme dans notre lit, Marine. Qu'est-ce que tu voulais que je pense ?» Norbert faisait les 100 pas, revivant cette scène, se souvenant de la douleur qu'il avait ressentie. « Tu as vu ce qu'on a voulu que tu vois, et tu ne t'es jamais posé de questions. Pas une seule fois. » Les larmes montaient déjà dans les yeux de Marine. Norbert s'approcha. Ses yeux brûlaient. Et quelle est la vérité ? Elle hésita. Le silence entre eux semblait porter tous les cris qu'il n'avait jamais poussés. Mais elle ne lui devait plus rien. Et pourtant, quelque chose en elle voulait le blesser avec la même intensité que la douleur vécue cette nuit-là. « Je me suis couché seul ce soir-là, et je me suis réveillée avec ton cri au cœur d'un piège. Je m'étais endormie heureuse. Heureuse parce que j'allais t'annoncer que j'étais enceinte. Mais toi, tu m'as détruite sans écouter une seule parole. » Il frissonna, fit un pas de plus. Son souffle effleurait sa peau. « Marine !» La main de Norbert toucha son bras, puis glissa jusqu'à son visage. Le souvenir de son toucher vivait encore en elle, comme une cicatrice qui continue de démanger, même longtemps après. Et avant qu'elle puisse l'arrêter, il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux, c'était précipité, désespéré, une tentative de ressusciter un désir ancien qui peut-être vivait encore sous sa peau. Pendant quelques secondes, elle répondit, pas par amour, pas par attachement, mais par mémoire, par quelque chose de viscéral. Mais comme si elle se réveillait d'un cauchemar, elle recula et le repoussa, avec force, les yeux allumés d'un feu nouveau. « Ne confonds pas désir et amour, » dit-elle, la voix basse mais tranchante. « Avec toi, c'était un feu qui me brûlait. Avec Vincent, c'est une chaleur qui m'apaise, qui m'abrite, une chaleur qui donne de la sécurité. » Norbert la regarda, sans réaction, l'orgueil blessé, le désir mis à nu. « Et les enfants ?» demanda-t-il presque dans un souffle. Elle ne recula pas. « Oui, ce sont les tiens, mais leur vrai père, c'est celui qui est resté à mes côtés quand le monde s'est écroulé. » Marine s'en alla, le laissant là, seul parmi les fragrances. Un homme entouré de l'arôme de la femme qu'il avait perdue et de la vérité qu'il avait refusé de voir par orgueil. Dehors, Bruno et Élise jouaient avec Vincent et Juliane. En voyant leur mère, ils coururent vers elle, les bras ouverts, le rire éclatant.
Norbert observa de loin. Le bonheur de cette famille, celle qui aurait pu être la sienne, le frappa comme un coup de poing dans le ventre. La douleur devint plus vive encore lorsqu'il vit les jumeaux appelés Vincent, qui s'approchaient en souriant, les bras chargés de fleurs. Ils l'enlacèrent avec enthousiasme. C'était lui, cet homme, que ses enfants reconnaissaient comme leur père, leur refuge. Norbert fit un pas en arrière. Pour la première fois, il sentit vraiment le poids de ce qu'il avait perdu. Le soir, de retour à Bourges, Marine resta silencieuse pendant que Vincent préparait le thé. Elle s'assit dans le jardin, les yeux levés vers les étoiles. Ils se comprenaient dans le silence. Le passé était revenu avec force. Mais désormais, Marine n'était plus une femme brisée. Elle était devenue une racine profonde, florissante, dans un sol fertile. Et cette nuit-là, plus que jamais, elle comprit que le vrai foyer n'est pas un lieu, mais les personnes qui marchent à nos côtés. À Paris, Norbert revivait les dernières heures en boucle, comme les échos interminables d'une mélodie inachevée. L'image des jumeaux, deux miroirs vivants de ses propres traits, hantait son esprit. Il dormait mal. Il rêvait de Marine, mais plus comme avant. Désormais, elle venait avec un regard assuré, les enfants autour d'elle, le nom d'un autre homme gravé dans leur sourire. Tout ce qu'il avait perdu n'était pas seulement une question de temps, c'était ce qu'il avait lui-même chassé de sa vie comme une poussière sans importance. Il ne résista pas. La semaine suivante, il prit le train pour Bourges. La maison où Marine vivait désormais était d'un goût discret et raffiné. Entourée de jardins parfumés, elle n'étalait pas la richesse, mais la paix. Une paix parfumée, avec le doux arôme des roses et des magnolias qui semblaient murmurer au vent des histoires de renaissance. Lorsque Norbert frappa à son portail, Marine était dans le jardin. Dès que Madame Caterina prononça son nom, elle demanda qu'on le conduise au bureau. De là, Vincent pourrait les voir à travers la paroi de verre. Marine portait une robe simple en lin, les cheveux lâchés. Aucun maquillage, aucune façade. Elle dégageait une élégance naturelle et une assurance tranquille. Il y avait dans son regard une lumière sereine, mais infranchissable. La femme qui, autrefois, avait supplié sous la pluie, régnait désormais sur son propre empire floral. Norbert se leva, hésitant, comme si chaque recoin de cette maison était un champ de mines rempli de souvenirs. « Tu vis bien ?» dit-il en observant les détails autour de lui. « Je vis en paix. C'est mieux que vivre bien, » répondit-elle sans détour, sans détourner les yeux de lui. Il regardait à travers la paroi vitrée. Les enfants jouaient dans le jardin. Vincent leur apprenait à prendre soin des plantes, à genoux dans la terre, tel un paysan à l'âme de poète. Les jumeaux riaient, l'appelant papa, avec une naturelle évidence. Le visage de Norbert se durcit. « Ce sont mes enfants. » Marine croisa les jambes et s'adossa au fauteuil en cuir. « Ils ont peut-être ton sang, mais c'est de lui qu'ils ont reçu l'amour, l'attention, la présence. Tu me dois une explication. » Elle secoua la tête en signe de refus, se leva et marcha jusqu'à l'étagère. Ses doigts effleurèrent les livres avant qu'elle ne se tourne vers lui. « Encore une fois, tu réclames des explications. Tu te moques de moi, j'espère. C'est moi qu'on a jeté comme un chien. Il n'y a pas eu de questions, pas d'écoute. Et aujourd'hui, tu exiges des explications ?» Norbert serra les mains contre la table. « Sandra a beaucoup insisté pour que je rentre plus tôt que prévu. Elle était étrange, nerveuse. Maintenant, tout s'éclaire. Marine ne fut pas surprise. Elle hocha simplement la tête, lentement. Elle te voulait, et elle t'a eu, mais elle n'a jamais eu sa place dans mon cœur, murmura-t-il. Le silence entre eux devint lourd, presque étouffant. Marine, j'ai été un imbécile orgueilleux. J'ai perdu toi, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu des années qu'on ne récupérera jamais. Donne-moi une chance, laisse-moi prendre soin de vous. Elle le regarda profondément, et l'espace d'un instant, son cœur chancela, car aimer quelqu'un, même détruit, même perdu, laisse des traces qu'aucun parfum n'efface jamais complètement. Mais alors, elle tourna les yeux vers le jardin. Elle vit Vincent, de dos, aidant Élise à planter une jeune pousse. Bruno riait, les genoux pleins de terre. Juliane lisait un livre sous l'olivier, un sourire tranquille sur les lèvres. C'était ça, sa famille. Pas celle construite par le sang, mais celle que l'amour avait cimentée. Tu n'étais pas là quand leur première dent est tombée, quand ils ont dit « maman » et « papa » pour la première fois. Tu n'étais pas là pendant les fièvres,
Les nuits sans sommeil, les premiers pas. Vincent, lui, était là, et il n'a jamais rien demandé. Mais je suis leur père. Tu es peut-être leur père biologique. Tu peux te battre devant les tribunaux pour mettre ton nom sur leur papier. Mais leur vrai père, ce sera toujours Vincent. Norbert baissa la tête. Pour la première fois depuis des années, il pleura, pas comme un homme blessé, mais comme un homme plein de regrets. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule, et avec une tendresse paisible dit « Tu peux venir les voir, apprendre à les connaître, mais ne tente pas de les arracher à la vie qu'ils se sont construite. Parce que ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego. » Il acquiesça, en silence, puis se leva. Avant de partir, il jeta un dernier regard vers la scène dans le jardin. « Tu as gagné, » murmura-t-il. « Non, j'ai survécu, et j'ai fleuri. » Quand Norbert s'en alla, le ciel commença à changer. Dans le jardin, Marine rejoignit Vincent, qui se leva avec un sourire serein. Elle le serra dans ses bras et, entre de doux baisers sur son visage, murmura « Tu sais à quoi je pensais, Vincent? Ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, mais on n'a jamais officialisé quoi que ce soit. » Vincent haussa un sourcil amusé. « Tu veux dire que la plus belle parfumeuse du monde est en train de me demander en mariage ?» Elle rit, les yeux pleins de larmes douces. « Oui, notre amour n'a pas besoin de papier, mais je veux qu'il soit écrit quelque part que mon cœur t'appartient entièrement. » Les enfants coururent vers eux, les entourant dans un éclat de rire. Juliane, qui avait maintenant un fauteuil motorisé moderne, s'approcha pour fêter cela avec eux. « Maman, » dit Bruno d'un ton espiègle, « on pourrait avoir une petite sœur ?» Marine et Vincent se regardèrent, en souriant. « Laissons le printemps nous surprendre, » répondit-elle. Et ainsi, Marine choisit, une fois encore, de fleurir. La vie, comme cette histoire, nous montre que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une chance de refleurir. Le véritable amour ne se mesure pas par le sang, mais par la présence, par l'attention et par le courage de rester quand tout s'écroule. Ne doute jamais de la force qui est en toi, même de la douleur la plus profonde, peut naître quelque chose de magnifique. Si cette histoire a touché ton cœur d'une quelconque manière, laisse un like pour que d'autres puissent ressentir la même émotion. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains chapitres et dis-moi en commentaire quelle partie de ce voyage t'a le plus ému. Parlons-en, ton avis fait vivre cette histoire encore plus fort. À très bientôt, prends soin de toi, reste en sécurité et à la prochaine sur Histoire et Contes d'amour.